Rejoignez-moi sur Patreon pour accéder à l'ensemble de mon contenu inédit. Des épisodes spéciaux, des cours en visio, des apérophilos, un moyen simple de soutenir mon travail tout en vous donnant matière à penser. Je vous attends sur Patreon, le lien est dans la description. « 1883. Alors que les États-Unis sont encore une nation en construction, des milliers d'immigrants quittent l'Europe et l'Est américain pour tenter la grande aventure de l'Ouest. Parmi eux, James Dutton et sa famille. D'abord intéressés par l'Oregon, les Dutton s'établiront finalement dans le Montana, au terme d'un périple de plusieurs mois qui aura coûté la vie à tous leurs compagnons de voyage, ainsi qu'à leur fille aînée. L'Amérique leur apparaît alors pour ce qu'elle est, une terre impitoyable où la promesse d'une vie meilleure est constamment menacée par la violence des hommes et de la nature. Construire un ranch, élever du bétail, cultiver leurs terres, c'est tout ce que les Dutton demandaient. Ils y parviendront. Le ranch prendra le nom de la vallée où ils se sont installés, Yellowstone. Mais leur lutte ne fait que commencer, car bientôt, hommes d'affaires et hors-la-loi se liguent pour s'accaparer le ranch des Dutton. Ce qui était au départ une lutte pour la survie devient désormais une lutte pour la conservation. Cultiver leur terre ne suffit plus, il s'agit maintenant de la défendre. Et défendre sa terre est un travail à plein temps. 5 générations plus tard, le Montana n'a plus le même visage. Mais Yellowstone est toujours là. C'est à présent John Dutton, le descendant de James, qui dirige le ranch. Et si l'entreprise familiale a prospéré, Yellowstone continue d'être l'objet des convoitises et des luttes pour l'appropriation. Au premier rang des prétendants, les investisseurs et les promoteurs immobiliers, pour qui ces milliers d'hectares ne sauraient rester inexploités. Aéroports, hôtels, stations de ski, Yellowstone est la nouvelle terre à conquérir. Et John, le propriétaire à abattre. Les Dutton n'ont plus le choix. S'ils veulent conserver leur terre, ils vont devoir entrer en résistance et livrer bataille par tous les moyens. Au-delà de la violence, des rivalités politiques et des trahisons familiales, Yellowstone, c'est d'abord une réflexion sur le rapport de l'homme à la terre, à la transmission et à la liberté. Les chapeaux de cow-boy et les compétitions de rodéo ne sont que la face émergée d'un combat entre deux forces, la tradition et la modernité. John n'est plus simplement un rancher, il est le représentant de l'ancien monde contre le nouveau, le monde de la campagne contre la ville, le monde du travail contre la finance, le monde de la fidélité à la parole donnée contre celui du mensonge et de la corruption. De là à dire que Yellowstone est une série philosophique, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce pas que je vous propose de franchir aujourd'hui pour tenter de comprendre la vision du monde à l'œuvre derrière ce western des temps modernes. Vous êtes prêts ? Alors, mettez-vous en selle, la visite commence. Lorsqu'ils arrivent dans le Montana en 1883, les Dutton ne posent pas le pied sur une terre vierge. Les Amérindiens y vivent déjà depuis des siècles. Mais la différence, c'est que, pour les colons, une terre sans clôture est une terre qui n'a pas de propriétaire. Et une terre qui n'a pas de propriétaire est une terre à prendre. Les Amérindiens ont une vision diamétralement opposée. Pour eux, la terre n'appartient à personne. Raison pour laquelle ils n'ont jamais jugé utile de la délimiter par des murs ou par des frontières. Dans la conception des Amérindiens, un territoire n'est pas quelque chose que l'on s'approprie. C'est un espace sacré offert par la nature, un espace qui nous héberge et auquel nous devons le respect. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau a écrit « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. Les Dutton n'ont aucune volonté colonisatrice, pas plus qu'ils n'ont d'animosité envers les Indiens, avec qui ils entretiennent des relations cordiales et respectueuses. Dans 1883, Elsa, la fille de James, tombe amoureuse d'un guerrier comanche avec qui elle se fiance, tandis que Casey, le fils de John, se mariera et aura un enfant avec une Amérindienne, Monica, faisant de leur fils Tate le premier Dutton métis. Mais si Indiens et Dutton cohabitent pacifiquement, le conflit qui les oppose est structurel.
puisqu'il concerne leur rapport même à la Terre. John n'est pas un colon, mais il est un descendant de colons. Son enracinement dans le Montana a pour point d'origine l'accaparement par ses ancêtres d'une terre qui ne leur appartenait pas. Une réalité qui n'échappe pas à Monica, à la fois belle-fille de John et militante pro-indigène, qui, lorsqu'on lui propose un poste d'enseignante à l'université du Montana, accepte à une condition: enseigner l'histoire de la colonisation de l'Amérique du point de vue des Amérindiens, et montrer que Christophe Colomb est l'inventeur du génocide. De quoi jeter le doute sur la possibilité d'une cohabitation pacifique entre les descendants des colons et les descendants des autochtones, entre cow-boys et indiens. Dès le premier épisode de Yellowstone, la tension est palpable entre les deux communautés. Les Indiens refusent de rendre aux Dutton le bétail qui s'est égaré sur leur terre, donnant lieu à une confrontation qui fera un mort de chaque côté. Lee, l'un des fils de John, et Bob, le frère de Monica, tué par Casey en représailles. Casey tiraillé entre deux mondes, à la fois fils de cow-boy et mari d'une indienne, ou quand conflit territorial rime avec tragédie familiale. Mais contre toute attente, le conflit ne s'envenimera pas, et John comprend très vite que ses véritables ennemis ne sont pas les Indiens, mais des gens bien de son peuple. Les investisseurs qui veulent l'exproprier de ses terres, et qui, pour l'affaiblir, n'hésitent pas à tirer les ficelles des tensions intercommunautaires. Les rôles commencent alors à s'inverser. John n'est plus un colon, il est celui qu'on cherche à coloniser. Il n'est plus l'ennemi des Indiens, il devient leur allié dans la lutte pour la conservation. La série explore ce renversement des rôles. Implantés dans la région depuis 140 ans, les Dutton se considèrent comme des natifs, autant que les indigènes qui les ont précédés. Leur seule ambition, c'est de protéger leurs terres et leur mode de vie. Du point de vue des investisseurs, cow-boys et indiens, même combat. Des gens d'un autre temps, occupant des terres qui pourraient rapporter beaucoup plus et qui, à ce titre, constituent des poids morts du capitalisme. L'épisode 3 de la saison 1 s'intitule « C'est vous l'Indien maintenant ». John est devenu l'Indien car John représente la tradition dans un monde où la modernité dévore tout. Avec ses 200 000 hectares, le ranch de Yellowstone est le plus grand du Montana. L'offre de rachat faite à John par les investisseurs a de quoi faire tourner la tête. 500 millions de dollars. Et pourtant, John refuse. Il refuse car pour lui, sa terre représente bien plus que sa valeur monétaire. Elle n'est pas une marchandise, elle est son identité. Et l'identité de John n'est pas à vendre. La terre de John est un héritage, le témoin silencieux de l'histoire de sa famille et des générations de combats qu'il a fallu mener pour la conserver. Yellowstone n'est pas seulement un titre de propriété, ce n'est pas seulement une entreprise, ni même le lieu qu'il a vu naître, c'est la matérialisation de l'âme de sa famille, une âme dont le ranch est désormais le domicile et dont on ne l'extirpera jamais. C'est là que le rapprochement peut être fait entre la mentalité de John et la mentalité des Indiens. Comme les Indiens, les ancêtres de John sont tous enterrés sur sa terre, une tradition que John perpétue lorsque Lee se fait tuer, et qu'il le transporte sur les hauteurs du ranch pour l'inhumer. Et pas à n'importe quel endroit, à l'endroit désigné par le chant d'un oiseau. Comme les Indiens, John comprend la nature et les signes qu'elle lui envoie. Cette connaissance de la nature donnera lieu, tout au long de la série, à des scènes de confrontation savoureuses entre les Dutton et les militants écologistes, parmi lesquels la jeune Summer Higgins, qui voit dans les Dutton des oppresseurs de la nature, sans se rendre compte que sa vision de l'écologie est celle d'une citadine qui ne connaît absolument rien de la réalité au nom de laquelle elle prétend lutter. Monica lui expliquera le rôle des incendies de forêt et des tempêtes de neige dans la préservation des écosystèmes, là où les gens de la ville n'y voient que des catastrophes. Bess se moquera de sa vision angélique du monde animal, tandis que, pour John, les militants écologistes sont des hypocrites, ne s'intéressant au sort des animaux que lorsqu'ils ont la chance d'être mignons. Là où vous plantez votre quinoa, vous tuez tout ce qui se trouve dans le sol. Comme les Indiens, le rapport de John à la nature n'est pas seulement matériel, il est spirituel. John voit dans la nature un modèle de sagesse, patiente, résiliente, vivant à son propre rythme et se défendant contre ceux qui la menacent. Quand le jeune Carter explique à Summer
que seul Dieu a le pouvoir d'éteindre les feux de forêt, elle lui répond que c'est la nature qui éteint les feux de forêt. « C'est ce que je viens de dire », lui répond Carter. Les gens de la ville ne comprennent décidément rien. La terre de John est tout ce qui compte pour lui. Yellowstone ne rapporte plus d'argent, le bétail coûte cher, et les taxes foncières menacent de mettre l'entreprise en faillite, mais John s'en moque. Il ne lutte pas pour l'argent, encore moins pour l'expansion, il lutte pour la conservation. Il lutte parce qu'il a fait la promesse que le ranch resterait aux mains de la famille. Et que, comme les Indiens, John est un homme qui tient ses promesses. Pour John, la conservation du ranch n'aurait pas grand intérêt si elle n'était le moyen de quelque chose d'encore plus important à ses yeux, la transmission. Yellowstone est un héritage, et si on a coutume de dire que certaines choses s'héritent tandis que d'autres se méritent, pour John, l'un ne va pas sans l'autre. On doit mériter ce dont on hérite. Les valeurs de la famille Dutton sont traditionnelles, pour une raison très simple. Ces valeurs sont conçues pour traverser le temps. Dans un monde marqué par la rudesse du travail et l'hostilité des éléments, les valeurs sont des remparts. Le sens de l'effort, le sacrifice de soi, le respect des engagements, des valeurs dures pour une vie dure. John n'est pas conservateur par choix, il est conservateur par nécessité. La valeur travail est au cœur de la mentalité familiale. Être le premier levé et le dernier couché, ne pas faire les choses parce qu'on en a envie, mais parce qu'elles doivent être faites, ne pas hésiter à se retrousser les manches, y compris pour accomplir les tâches les plus sales et les plus ingrates. Ramasser le crottin de cheval, décharger des bottes de foin ou faire migrer un troupeau ne sont certes pas des parties de plaisir, mais il faut le faire. Chaque corvée est un rappel que rien de solide ne se construit sans sacrifice, et que le travail le plus important est souvent celui que personne ne voit. Comme l'explique John, vous ne payez pas pour ce que vous obtenez, vous payez pour ce que vous ne voyez pas. Quand Bess et Rip recueillent le jeune Carter chez eux, Rip ne lui propose pas le gîte et le couvert. Il lui propose du travail, car c'est par le travail qu'on apprend à devenir quelqu'un de respectable. C'est par le travail qu'on apprend le sens des responsabilités et la conscience de la valeur des choses. Ce que Rip fait avec Carter, c'est ce que John a fait avec lui. Il l'a recueilli quand il n'était encore qu'un adolescent, il lui a appris par le travail à gagner la fierté de lui-même, et 20 ans plus tard, Rip continue de l'appeler Monsieur, parce que le respect est la première des leçons qu'il lui a transmises. Pour le récompenser de ses années d'efforts et de dévouement, John offrira à Rip son chalet et la main de sa fille. Une manière de sceller matériellement et symboliquement l'appartenance de Rip à la famille Dutton, et le fait que, désormais, la charge de la transmission lui revient également. Les cow-boys de Yellowstone sont tous d'anciens repris de justice, que l'apprentissage du métier de cow-boy a permis de remettre sur les rails en donnant un sens à leur vie. Les plus loyaux et fidèles reçoivent la marque du ranch sur le cœur, un Y tatoué au fer rouge. Non pas parce que eux aussi sont du bétail, mais parce qu'ils font partie d'une fraternité unie dans la souffrance comme dans la récompense. La série réussit cet exploit de rendre le métier de cow-boy séduisant et esthétique. Même le rodéo, qui passe pour le stéréotype le moins glamour de l'Amérique profonde, est montré sous un jour qui force le respect. Là encore, un renversement symbolique s'opère. À Yellowstone, les costumes 3 pièces et les chaussures cirées n'apparaissent pas comme des signes de réussite, mais comme les emblèmes d'un monde cupide et corrompu. Si le mérite existe, ce sont les mains sales, les bottes poussiéreuses et les chapeaux gorgés de sueur qui en témoignent. Les principes autour desquels la famille Dutton est structurée ont pour fonction de créer un pont entre les générations. Pour John, défendre son ranch, c'est défendre le ranch de ses parents, de ses grands-parents et de ses arrière-grands-parents, et par là même, de ses enfants et de ses petits-enfants. Son combat n'est pas personnel, il est transgénérationnel. Il n'est pas égoïste, il est organique. Et il n'a de sens que si la prochaine génération poursuit le combat. En cela, John est l'illustration de la phrase d'Auguste Comte. Les morts gouvernent les vivants.
En tant que père, John s'est montré très dur avec ses enfants, car il voulait qu'ils soient à la hauteur de ce dont ils allaient hériter. Avec Tate, son petit-fils, son désir de transmission se situe moins dans l'apprentissage du travail que dans l'apprentissage des valeurs. Il l'emmène à la chasse et à la pêche pour lui rappeler que tous les êtres vivants doivent tuer pour survivre et qu'il faut dire merci à l'animal qu'on tue parce que c'est de lui que nous tirons notre force. Avec Jamie, son fils adoptif, la relation est beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus distante. John ne s'en cache pas, il perçoit Jamie comme un échec. S'il lui a payé des études de droit, c'est d'abord, dit-il, parce que les guerres modernes ne se font plus avec des épées, mais avec des avocats. Mais être l'avocat de la famille ne signifie pas faire partie de la famille. Jamie n'est pas un fils, c'est un soldat. Et un soldat ne pense pas, il exécute. La famille Dutton fonctionne comme un clan sicilien. Son noyau dur, ses capots et ses hommes de main. Dans Le Parrain, Vito Corleone a lui aussi un fils adoptif, Tom Hagen. Et, comme dans Yellowstone, ce fils adoptif est également l'avocat de la famille. Or, si Tom Hagen a gardé son nom de naissance et n'est pas devenu un Corleone, il y a une raison à cela. C'est une manière de suggérer que les liens du sang sont plus solides que les liens du cœur, et que appartenir à une famille, c'est en partager les origines. Parce qu'il se sentait mis à l'écart, à juste titre, Jamie s'éloignera de John pour se rapprocher de son père biologique. Il fera le choix du sang contre celui du cœur. Jamie ne fait plus partie de la famille. Lee est mort. Et quand il apprend que Bess ne peut pas avoir d'enfant, John s'effondre. « Pourquoi ai-je fait tout ça ?» demande-t-il à l'horizon. Quel sens y a-t-il à avoir travaillé si dur si tout ça ne revient finalement à personne? Pourquoi avoir lutté pour la conservation s'il n'y a plus personne à qui transmettre ce qui a été conservé? Tate est son dernier espoir. En se montrant si dur avec ses enfants, John les a finalement éloignés de lui et du ranch. Comme dans une tragédie grecque, il a provoqué ce qu'il redoutait le plus, la désunion de sa famille. La femme de John est morte d'un accident de cheval 20 ans plus tôt. Depuis, autour de la table à manger, il y a toujours plus de chaises vides, toujours plus de repas silencieux, dans une ambiance aussi pesante que la menace qui plane sur le ranch. Mais plus encore que les tensions familiales, John est hanté par le temps. Ce temps qu'il voudrait figer, mais qui s'écoule inexorablement, emportant avec lui les fragments d'un monde qu'il ne peut plus retenir. Quand John apprend qu'il est atteint d'un cancer, sa prière à Dieu n'est pas pour lui demander de guérir, mais de lui laisser suffisamment de temps. Suffisamment de temps pour accomplir ce qu'il lui reste à accomplir. Suffisamment de temps pour sauver ce qu'il s'est donné pour mission de transmettre. La vie de John est marquée par la contrainte et les obligations. Se lever tous les matins aux aurores, superviser ses employés, sans parler de ses responsabilités politiques. Et pourtant, quand il contemple les montagnes assis sur son cheval, une seule phrase lui vient à l'esprit. Aussi libre qu'un homme puisse l'être. John a choisi cette vie. Il a accepté d'endosser le poids de l'héritage familial, non parce qu'il y était contraint, mais parce qu'il y voyait une raison d'être. Pour John, être libre, ce n'est pas être affranchi de tout devoir, c'est se donner les moyens de vivre en accord avec son idéal. John a compris quelque chose de fondamental, à savoir que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais le choix de ces contraintes. S'adapter au cycle saisonnier, s'occuper de la terre et du bétail, aucune de ces obligations ne diminue sa liberté. Au contraire, ce sont elles qui lui donnent du sens. Les lois de la nature sont immuables, raison pour laquelle John consent à s'y soumettre. Les lois des hommes, en revanche, n'ont aucune prise sur lui. Qu'il faille construire un aéroport pour relancer l'économie du Montana, il s'en moque. Que son ranch perde de l'argent, ou que son mode de vie soit jugé archaïque, il s'en moque tout autant. Car John ne se soumet pas au progrès, ni aux attentes de la modernité. Le Montana peut bien prendre 30 ans de retard, John ne sera pas satisfait tant qu'il n'aura pas pris 100 ans de retard. Car 100 ans de retard sur le progrès,
c'est 100 ans de gagner vers la liberté. Pour John, la modernité n'est que l'autre nom de la cupidité, et le progrès, le masque attrayant d'une nouvelle forme d'asservissement. On nous a fait croire que le progrès allait nous rendre plus libres, c'est le contraire. En plus de détruire la nature et la beauté des paysages, en plus de détruire les traditions et les valeurs ancestrales, le progrès nous impose toujours plus de contraintes inutiles, toujours plus de pollution technologique et mentale. Quand John rejoint ses hommes pour le marquage du bétail, il va jusqu'à faire déplacer le campement à l'endroit précis où il n'y a pas de couverture réseau, afin d'être sûr de ne pas être dérangé par des appels téléphoniques. Et lorsqu'il se présente aux élections pour devenir gouverneur, son discours de campagne est on ne peut plus clair. Je suis l'opposé du progrès. Je suis le mur contre lequel il se brise. L'amour de la liberté est ancré dans l'ADN des Dutton, à commencer par Bess, l'indomptable fille de John. Une prairie, son mari, des cigarettes et du whisky, telles sont les seules choses dont elle a besoin. Sa dépendance à l'alcool n'est que la contrepartie de son indépendance à l'égard de tout le reste. Hormis son père, l'homme qu'elle aime le plus au monde et pour qui elle est prête à mourir. Pour Bess, comme pour John, la liberté n'est pas le rejet des engagements, mais le choix de ses engagements. Son dévouement à l'égard de son père est absolu. Elle a beau considérer le ranch comme un fardeau et sa conservation comme une lutte perdue d'avance, elle ira au bout du devoir qu'elle s'est fixé. Face à Jamie, qui incarne l'autorité de la loi, Bess incarne l'autorité de la volonté. Pour elle, la fatalité est une excuse pour ceux qui refusent d'aller au bout de leurs décisions. À la manière d'Antigone, prête à braver la loi par amour pour son frère, Bess est prête à braver toutes les lois par amour pour son père, parce que c'est ce qu'elle a choisi. Le philosophe Jean-Paul Sartre écrivait « L'être humain est condamné à être libre ». Il voulait dire par là que même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles, à des dangers ou à des menaces, nous avons toujours le choix. Toute la question est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour réaliser nos choix. Pour Bess, la réponse est claire. Elle est prête à tout. Lorsque des hommes armés pénètrent dans son bureau pour la brutaliser et pour abuser d'elle, elle les insulte et leur crache au visage. Ils ont beau tuer son assistant sous ses yeux, ça ne changera rien. Bess a décidé qu'elle leur tiendrait tête. À plusieurs reprises dans la série, les répliques de Bess ont des accents nietzschéens. Nietzsche qu'elle cite même en référence dans l'épisode 10 de la saison 3, expliquant à Rip qu'elle pense la même chose que le philosophe à propos du bien et du mal, à savoir que ça n'existe pas. Ce en quoi je crois, ajoute-t-elle, c'est qu'on peut aimer de toute son âme et détruire quiconque veut tuer ce qu'on aime. La mort fait partie intégrante du quotidien des Dutton, car la mort est le prix de la liberté. Elle est le prix de la vie qu'on a choisi de mener. Comme le dit John, on ne meurt jamais de mort naturelle. C'est toujours quelqu'un ou quelque chose qui nous tue, même si c'est un virus. Quand quelqu'un devient une menace pour John ou pour Yellowstone, il est emmené à la gare, sous-entendu, à un endroit dont on ne revient pas. Son cadavre n'est pas dissimulé ni livré aux cochons, il est jeté en pleine nature, dans une zone de non-droit juridique où la police pourra le retrouver, mais ne pourra pas faire condamner celui qui l'a tué. Les Dutton ont leur propre loi et leur propre conception de la justice. La plupart des meurtres qu'ils commettent n'ont pas pour motivation la haine ou la colère, mais la nécessité de protéger ce qui a de la valeur, c'est-à-dire le ranch. Tuer ou être exproprié, vivre libre ou vivre asservi, l'instinct de conservation appliqué au territoire. Les commandements religieux n'ont aucune emprise sur John. Lorsqu'il est élu gouverneur et qu'il doit prêter serment sur la Bible, l'espace de quelques instants, il paraît déstabilisé, comme s'il prenait conscience que ce serment n'avait aucune valeur, comme si la seule chose qui avait de la valeur à ses yeux, c'était sa propre parole et son serment envers lui-même. Quand le deuxième enfant de Casey et Monica meurt, John la réconforte, mais pas en lui disant que son fils est au paradis, comme le feraient la plupart des croyants, mais en lui disant que la vie de cet enfant a été parfaite. Il n'y a que nous qui savons qu'elle a été brève. Lui, tout ce qu'il a vu, c'est que tu l'aimais.
Et quand les Indiens enterrent cet enfant, ils enterrent à ses côtés un cheval mort le même jour. Rip n'a pas osé demander d'explication aux Indiens, mais la seule explication qui lui est venue à l'esprit, c'est que cet enfant arriverait au paradis à cheval. Le cheval, emblème de la liberté. Ce serait magnifique, répond John. L'enfant de Monica s'appelait John. Pour les Dutton, la liberté a plus de valeur que tout le reste. Plus de valeur que la vie elle-même. Car une vie sans liberté, c'est une vie sans humanité. C'est une vie amputée de ce qui fait sa valeur et sa dignité. C'est une vie qui ne mérite pas d'être vécue. Terre, transmission, liberté, tels sont les maîtres mots de la philosophie de Yellowstone. Une série qui nous rappelle que nous sommes les héritiers d'une histoire qui nous dépasse et que si la vie est une lutte, elle est avant tout une lutte pour la conservation. Conserver notre liberté dans un monde qui veut nous asservir, conserver nos valeurs dans un monde qui veut les faire disparaître, conserver ce qui fait de nous des êtres humains dans un monde qui l'est de moins en moins. Yellowstone, ce n'est pas seulement un western des temps modernes, c'est le miroir de notre condition. Protéger ce qui a de la valeur à nos yeux, quitte à tout sacrifier, quitte à tout perdre. Car il y a pire que tout perdre, il y a n'avoir rien fait pour l'empêcher.